Tac. Parfait. Bon, du coup, hop, je mets juste. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de blocage urinaire chez le chat et gestion notamment des blocages un petit peu plus compliqués avec azotémie et surtout hyperkaliémie associée, que ce soit à domicile, voir un petit peu comment on peut les stabiliser avant d'être pris en charge en clinique ou directement en clinique. Donc les blocages urinaires chez le chat, c'est une pathologie qui est vraiment fréquente. Selon les papiers, selon les différentes études, il y a une incidence rapportée qui peut aller jusqu'à 10 en urgence, ce qui est quand même assez important. C'est réellement une urgence vitale. Quand ils sont pris tôt dans la maladie, ça va bien, mais les complications possibles sont quand même, peuvent être sévères et mortelles. Donc azothémie, insuffisance rénale, mais c'est surtout l'hyperkaliémie et les effets, néfastes au niveau cardiaque qu'on va voir un petit peu plus loin dans la conférence. Taux de survie quand même généralement très bon avec généralement un taux de survie supérieur à 90 mais un taux de récidive très important, ce qui fait du blocage urinaire une condition quand même relativement frustrante de ce côté-là, avec jusqu'à 40 de récidive encore une fois selon les études. Donc si on regarde un petit peu les facteurs prédisposants, ça va surtout être des mâles plutôt que des femelles, parce qu'ils vont avoir un urètre qui est beaucoup plus étroit, notamment quand on arrive au niveau de la partie, pénienne où vraiment l'urètre, se rétrécit en diamètre. Tout ce qui va être obésité, sédentarité, ça va vraiment être des facteurs de risque, des facteurs prédisposants, mais également un événement stressant. On sait que les cystites idiopathiques du chat sont quand même, souvent reliées, à un stress, donc toujours bien demander dans votre anamnèse s'il y a eu des événements stressants dernièrement. Pour les propriétaires, ça peut être anodin, mais par exemple des travaux dans la maison d'à côté qui font du bruit, ça peut être un événement suffisamment stressant pour débloquer une pathologie urinaire chez un chat. Et tout ce qui va être alimentation et prise de boissons, on sait qu'une alimentation un petit peu de moins bonne qualité peut favoriser la formation de dépôts un petit peu dans la vessie et au niveau des urines, qui peut en fait favoriser un blocage urinaire. Au niveau des étiologies, alors c'est vraiment un petit peu, variable, vraiment selon les études. On avait tendance à penser que, c'était plutôt quelque chose de physique avec notamment un petit bouchon, un petit plug urétral, mais on commence plutôt, à donc avec des pourcentages allant de 18 à 16 d'incidence. Mais le comment dire? L'aspect idiopathique et non pas physique commence à prendre un petit peu plus le dessus, où on trouve maintenant dans la littérature des incidences de 54 pour les blocages urinaires idiopathiques et uniquement d'à peu près 20 pour les blocages urinaires, avec un petit plug urétral, donc un petit bouchon muqueux, des petites cellules inflammatoires, un petit peu de sablose, tout ça qui vient faire un petit bouchon et bloquer au niveau de votre urètre. Urolithiase également, bon, tout ce qui va être néoplasie, c'est beaucoup, beaucoup moins, fréquent, mais ça existe, hein, donc toujours se méfier, surtout chez les chats mâles. Tout ce qui va être, carcinome des cellules transitionnelles de la vessie, un petit peu plus chez la chienne, mais il peut y avoir aussi des lymphomes ou autres au niveau, urétral, qui peut vraiment faire un blocage, et des cas vraiment encore plus, rares, mais tout ce qui va être traumatisme ou stricture. Donc au niveau de la présentation clinique, ça va être vraiment en fait votre diagnostic va vraiment se faire sur votre anamnèse et votre examen clinique. Les examens complémentaires vont avoir un rôle, on va le voir après, mais vraiment pour le coup, votre diagnostic se fait à la première étape, anamnèse, examen physique. Dans l'anamnèse, vous allez retrouver tout ce qui va être pollacurie, dysurie, strangurie, mais également hématurie, périurie, des chats qui vont être extrêmement douloureux avec des miaulements plutôt rauques, qui sont vraiment pas leurs miaulements habituels, un abdomen confortable. Il peut également y avoir des signes un petit peu plus généraux si votre blocage urinaire s'accompagne d'atteinte rénale ou d'hyperkaliémie, anorexie, vomissement, abattement. Toujours se méfier parce que parfois le motif de consultation, ça va être boiterie. Mon chat boite, j'ai l'impression qu'il est un petit peu douloureux au niveau de l'arrière-train. Puis au final, c'est un inconfort tellement important au niveau de la vessie qui donne cette impression de boiterie. Donc toujours bien poser toutes les questions et tout palper lors de votre examen physique. Donc à l'examen physique, cette fois-ci, donc une palpation abdominale qui va vraiment être tendue. Vous allez sentir votre globe vésical à la palpation. Généralement, ça s'accompagne également d'un pénis très inflammé, rouge, et vous pouvez vraiment voir des spasmes importants comme sur cette vidéo. Voilà, on voit que le chat force et son pénis spasme énormément. Votre animal peut être déshydraté, votre animal peut être bradycarde et votre animal peut arriver en état de choc, décubitus latéral et moribond si le blocage urinaire traîne depuis, un petit peu plus de 12 à 24 heures. Au niveau des examens complémentaires, ils vont avoir un rôle, pas pour votre
votre diagnostic de blocage urinaire, encore comme on vient de le dire, hein, c'est anamnèse, examen physique, mais pour aller rechercher une éventuelle cause sous-jacente. Donc toujours réaliser des radiographies incluant tout l'urètre. Bon, par rapport à l'image, l'image n'est pas très adaptée à mon dialogue, mais idéalement avant sondage, c'est beaucoup plus facile de visualiser des calculs, déjà sur une vessie pleine, et sans la sonde urinaire. Encore une fois, c'est si l'état de l'animal le permet. Si vous avez un animal moribond, on le stabilise avant d'envisager de faire des radiographies. Donc, recherche de calcul, puis généralement, ce que vous allez pouvoir observer assez facilement, c'est une perte de contraste, notamment au niveau du pôle, caudal de votre vessie, parce que c'est pas rare d'avoir un petit peu de liquide inflammatoire à cet endroit-là. Votre échographie urinaire, elle est également, vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les 2. Moi, j'aime faire les 2. Au niveau de votre échographie, souvent, vous allez avoir un urètre très distendu, de l'épanchement au pôle caudal de la vessie qui est souvent inflammatoire, hein. Ça ne veut pas nécessairement dire, rupture. Vous pouvez voir la présence de sédiments dans votre vessie et vous pouvez également, diagnostiquer la présence de petits calculs. Au niveau des autres examens complémentaires qui vont être aussi, importants de réaliser, voilà, dans le cadre de votre prise en charge complète, ça va être une analyse urinaire. On évite de retarder l'analyse parce que ça va vraiment modifier un petit peu, votre urine. Donc mesurer la densité, ça va être un facteur assez important parce que ça va aussi pouvoir, nous permettre d'adapter notre fluidothérapie plus tard, on va en reparler. Une petite bandelette urinaire, puis toujours une observation au microscope et une recherche de calcul. La bactériologie, personnellement, j'en fais pas toujours. Des infections urinaires responsables de blocage urinaire chez un chat mâle castré, de jeune âge ou d'âge adulte, c'est quand même extrêmement rare. Donc j'en fais pas nécessairement sur mes urines à l'admission, mais ça peut se faire. Et enfin, le reste des examens complémentaires qui va être extrêmement important. Là, il y a des choses que vous pouvez faire à domicile également. Si vous avez accès à un gaz sanguin en clinique, un gaz sanguin, ce qui va nous permettre d'aller voir un petit peu le pH de notre petit patient. Mais surtout, urécréate. Donc, la créate, vous pouvez le faire à domicile parce qu'une insuffisance rénale, donc de composantes pré- et post-rénale, donc pré-rénale, ça va être votre composante de déshydratation et post-rénale, votre blocage urinaire, est quand même relativement fréquente. Et pour le coup, un ionogramme, hyper important d'aller un petit peu vérifier nos électrolytes et notamment le potassium, parce que l'hypercalémie est possible, quand même fréquente et peut être mortelle. Une fois qu'on a diagnostiqué notre blocage urinaire, que ce soit à domicile ou en clinique, si on oublie un peu la partie, examen complémentaire à domicile, la stabilisation, ça va être votre priorité. On commence par de la fluidothérapie, donc bolus au besoin, encore une fois, selon le statut cardiovasculaire du patient. Attention quand même, n'oubliez pas que pour le moment, votre vessie, elle est toujours obstruée, mais ça va être très important. On va préférer une solution tamponnée au NaCl parce que des études ont montré qu'on rétablissait beaucoup plus rapidement l'équilibre acido-basique. Puis ça avait pas vraiment, pour le coup, ça n'a pas par contre, pour le coup, ça n'a pas vraiment de différence sur la restauration ou en tout cas l'amélioration de la kaliémie. Mais on peut voilà, préférer une petite solution tamponnée. On va s'intéresser là un petit peu plus au cœur de notre sujet. On voulait un peu parler de la gestion de l'hypercalémie et surtout des blocages un petit peu plus compliqués. Donc, qu'est-ce que l'hypercalémie va provoquer au niveau de votre patient? En fait, vous allez avoir une altération de votre gradient électrique membranaire et une augmentation de votre temps de dépolarisation et repolarisation. On observe également une diminution de l'excitabilité et une bradycardie. Cliniquement, au niveau de votre ECG, donc ça va être uniquement si vous avez accès à un ECG en clinique. À domicile, ce que vous allez pouvoir mettre en évidence et qui va pouvoir vous mettre la puce à l'oreille sur la présence ou non d'une hyperkaliémie, c'est l'état clinique de votre patient, mais également sa fréquence cardiaque. Donc, bien important de bien la qualifier, la quantifier. C'est pas je pose mon stéto 5 secondes, bon, ça a l'air d'être à 200. Non, pour le coup, c'est vraiment important de bien la mesurer correctement. C'est important pour tous les cas, hein, mais encore plus dans le cas de blocage urinaire, ça va être très important vraiment de la mesurer. Si vous avez un ECG, encore une fois, les changements que vous allez pouvoir voir, alors, ne sont pas toujours facilement visibles, mais sur des cas d'hyperkaliémie légère à modérée, vous allez commencer par voir un hypervoltage de votre onde T. Donc ici, vous avez un ECG normal avec votre onde P, votre complexe QRS et votre onde T ici. Quand on commence à avoir une hyperkaliémie, notre onde T devient hypervoltée.
Plus l'hypercalémie progresse, plus les changements sont importants. Donc, on va avoir un élargissement de nos, un élargissement de nos QRS. Donc, ici, on a un QRS fin et des QRS qui deviennent de plus en plus élargis. Et notre onde R qui va être de moins en moins grande. On va avoir vraiment une dépression de l'amplitude de notre onde R. Par la suite, plus l'hypercalémie progresse, cette fois-ci, c'est notre onde P qui perd en amplitude. Et dans des cas d'hypercalémie sévère, on peut avoir des rythmes sino-ventriculaires, des arythmies, un arrêt atrial, de la fibrillation, de la systole, en tout cas. Plus votre hypercalémie est sévère, plus vous avez de changements. Mais globalement, ce qu'on voit et ce qu'il faut retenir, c'est hypervoltage de votre onde T, élargissement de votre QRS et diminution de l'amplitude de votre onde P. Bon, tout ça, c'est bien, mais c'est vrai qu'à domicile, on ne peut pas nécessairement faire d'ECG. En clinique, on n'a pas nécessairement tout le temps accès ou le temps de faire un ECG. Donc, ce qui va nous être hyper important ici, c'est de savoir comment on stabilise une hypercalémie. La première chose que vous pouvez envisager, c'est du gluconate de calcium. Le gluconate de calcium va avoir pour rôle de stabiliser un petit peu, c'est une stabilisation de la membrane en restaurant vraiment votre électrophysiologie. Donc, votre gluconate de calcium, il est cardioprotecteur puisqu'il va augmenter votre seuil de potentiel d'action, mais il n'a pas de rôle direct sur la kaliémie. Ce n'est pas lui qui va faire diminuer votre potassium, mais c'est tout de même important de le donner puisqu'il va protéger votre cœur. On utilise généralement du gluconate de calcium 10%. Au niveau des doses, c'est de 0,5 à 1 ml kilo, généralement en nivellante sur 10 à 15 minutes et idéalement sous contrôle ECG. Ça peut vraiment provoquer des arythmies ou de la bradycardie, donc on arrête si c'est le cas. Ça va agir en 3 à 5 minutes, puis ça dure à peu près 20 à 30 minutes. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on le fait à domicile? C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est idéalement sous contrôle ECG. J'aurais tendance à vous dire que si à domicile, vous avez vraiment un chat bloqué, moribond, personnellement, j'aurais tendance à le donner en étant assez précautionneuse, en nivellant, en faisant des contrôles un petit peu de sa fréquence cardiaque au stéthoscope. C'est moins idéal qu'avec un ECG parce que vous avez moins de visibilité sur votre rythme et en tout cas sur la présence ou non d'arythmie. Mais j'aurais quand même tendance à le donner en nivellant, parce que vraiment, ça va protéger votre cœur. Ce que vous allez pouvoir faire, par contre, à domicile, c'est commencer à pouvoir gérer votre hypercalémie. Donc, pour ça, on utilise un protocole dextrose seul ou insuline dextrose. Alors là, c'est facile parce que on utilise des valeurs un petit peu seuil, donc ça nous demande un ionogramme et c'est plus facile de pouvoir évaluer ça en clinique. Mais globalement, on va considérer que si le potassium est inférieur à 8, du dextrose seul va être suffisant. Ce que va faire votre dextrose, c'est qu'il va stimuler votre synthèse d'insuline endogène et votre insuline, elle va en fait activer vos transporteurs, vos pompes NAK ATPase. Donc, le sodium, en fait, votre insuline va activer votre transporteur qui va faire rentrer votre sodium dans votre espace intercellulaire. La concentration en sodium dans l'espace intercellulaire augmente. Donc, du coup, il faut vite le faire ressortir. Pour le faire ressortir, on va utiliser notre pompe NAK ATPase. Et du coup, par définition, notre potassium va rentrer dans la cellule, ce qui va diminuer notre concentration extracellulaire en potassium. Si par contre le potassium est supérieur à 8, cette fois-ci, on a tendance à utiliser de l'insuline exogène pour être un petit peu plus agressif. Au niveau des doses, on utilise du dextrose, donc 30%. On utilise généralement 1 gramme par kilo que vous allez diluer un temps 2 en nivellante, donc généralement sur 10 à 15 minutes. Ça correspond à peu près à 3,3 ml par kilo dilué 1 dans 2. Ça fait des gros volumes, mais c'est vraiment un petit peu les doses recommandées. Donc, on ne s'inquiète pas si sur un chat de 5 kilos, on met 15 ml de dextrose, c'est correct. Puis ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est extrêmement facilement réalisable à domicile si vous observez ou si vous objectivez une bradycardie avant transfert. Et ça va vraiment permettre de stabiliser votre animal. On n'a pas nécessairement, en tout cas, je ne sais pas, à DomVet, comment c'est à domicile si vous avez accès à de l'insuline. Ici, à Vetoadom, il n'y a pas d'insuline à domicile. Puis voilà, c'est sans suivi de glycémie, je serais un petit peu plus réticente. Mais par contre, du dextrose, vous pouvez en donner. Voilà, il y a très peu de risques et ça va commencer vraiment à permettre une stabilisation de votre patient avant transfert. Si jamais on utilise un protocole du coup en clinique selon la gravité de votre hypercalémie, insuline dextrose, donc on va utiliser de l'insuline régulière, donc c'est Lactrapide, qu'on va donner entre 0,25 à 0,5 UI par kilo par voie intraveineuse. En fait, je vais suivre. Non, du tout, vas-y.
On donne pas l'insuline seule, hein, donc c'est vraiment insuline dextrose. Donc on donne notre dose d'insuline et notre dose de dextrose. Ça agit généralement en 15 à 30 minutes. Ce qui va être important, c'est également de complémenter vos fluides en dextrose. Donc c'est une complémentation de votre fluide. Vous complémentez votre ringer lactate. Vous mettez pas du D5. C'est vraiment, vous mettez du ringer lactate complémenté à 5%. Donc pour ça, vous retirez 40 ml de ringer lactate dans votre poche de 250 et vous rajoutez 40 ml de dextrose 30%. Mais vraiment, attention, parce que je l'ai déjà vu en clinique d'avoir du coup du D5 et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Je pense que Calypso, si elle a son micro activé, elle renforcerait vraiment ce dialogue-là. Donc faites vraiment attention. Je suis d'accord. Puis vraiment, vous faites des suivis glycémiques 30 minutes à 1 heure. Le risque avec votre protocole insuline dextrose, c'est que vous créez une hypoglycémie secondaire. Donc, c'est important de suivre la glycémie et de donner des bolus supplémentaires de dextrose au besoin si votre patient en a besoin. Je sais que ce protocole insuline dextrose, pour en avoir discuté avec quelques vétérinaires qui travaillent dans les MUF, fait peur justement à cause de cette hypoglycémie qui peut apparaître suite à votre utilisation d'insuline et que certains vétérinaires sont assez réticents à l'utiliser pour ces raisons-là. J'aurais tendance à vous dire que c'est beaucoup plus facile de gérer une hypoglycémie secondaire à votre administration d'insuline qu'un chat mort parce que son potassium est resté à 10. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas à l'utiliser à condition vraiment de faire un suivi rigoureux derrière. Donc, la mesure de la glycémie après, c'est vraiment nécessaire. Ce que vous pouvez également faire, alors personnellement, je les utilise quasiment jamais, les bicarbonates. Je pense qu'en 6 ans et en une centaine de blocages urinaires, bon, il n'y en avait pas 100 hyperkaliémiques, hein, j'ai dû les utiliser une fois. Mais c'est décrit, vous pouvez les utiliser. Ça va permettre d'alcaliniser votre espace extracellulaire et donc de transloquer votre potassium de votre espace extracellulaire à votre espace intracellulaire. Je vous le mets. Au niveau des doses, c'est généralement 1 à 2 mecs par kilo en nivellant. Ça agit assez vite. Donc voilà, sur des hyperkaliémies avec des acidémies très importantes qui sont un petit peu réfractaires à votre protocole insuline dextrose, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc c'est toujours bon de le savoir. Bon, maintenant la question c'est est-ce qu'on fait une cystosynthèse décompressive? Parce que c'est sûr que notre insuline dextrose, ça va nous permettre de faire un petit peu diminuer notre potassium, mais c'est vrai que ce qui aide aussi beaucoup, c'est de pouvoir vidanger la vessie et rétablir une diurèse. La diurèse, on va le voir après avec le sondage, mais sur un animal moribond avec une vessie qui prend tout son abdomen, est-ce que je fais une cystosynthèse décompressive? Il y a énormément de controverses par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de discours ou d'idées sur lesquelles plus votre vessie est remplie, plus votre vessie est sous pression, plus elle ressemble à un petit ballon de baudruche et qu'avec une aiguille, vous risquez de la rupturer et de faire un uro-abdomen. Oui, je vous dirais que donc ça fait partie des inconvénients. Par contre, ça a quand même des avantages parce que vous allez très rapidement diminuer votre pression vésicale, vous allez améliorer ou en tout cas rétablir un petit peu plus rapidement votre taux de filtration glomérulaire. Ça vous permet un prélèvement d'urine stérile pour analyse au besoin. Et une diminution de la pression dans votre vessie va rendre le sondage plus facile. On va le voir après, quand on sonde, c'est le flush qui sonde. Et si vous avez une grande pression derrière, vous allez avoir un petit peu plus de résistance. Donc, ça peut se faire, d'autant plus qu'il y a une étude de 2014 qui a... Alors, on va un peu se méfier, enfin pas se méfier, mais ça reste une étude faite sur 47 chats, c'est pas non plus un échantillon énorme. Mais en tout cas, sur ces 47 chats avec une obstruction urétérale, tous ont eu une cystosynthèse décompressive et aucun n'a eu de rupture vésicale. Donc c'est décrit. Personnellement, j'ai peu tendance à le faire parce que sur un animal moribond, je trouve que c'est aussi assez rapide de mettre un cathéter urinaire sans nécessairement devoir l'anesthésier. Si par contre, voilà, je dois gosser quelques minutes pour mon cathéter urinaire et que c'est un peu compliqué, je vais avoir tendance à faire la cystosynthèse décompressive. Donc après, je vous dirais que ça, c'est plutôt comment dire, un peu clinicien indépendant. Tout à savoir aussi que la cystosynthèse décompressive, c'est toujours mieux de le faire éco-guidé. À la maison, vous pouvez quand même le faire en tenant bien votre vessie dans une main et en ponctionnant. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu plus cow-boy, entre guillemets. Donc, je voudrais que si vous stabilisez déjà bien votre patient au niveau cardiovasculaire et que vous faites les premières injections pour essayer de rétablir ou de diminuer son potassium, c'est déjà très suffisant. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une cystosynthèse et prendre quand même ce risque de rupture vésicale, c'est tout à fait correct. Encore une fois, comme dit, moi, personnellement, je ne le fais pas nécessairement même en clinique, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui peut se faire.
Ensuite de ça, donc on a dit qu'il faut rétablir notre diurèse parce que le fait de faire uriner notre chat, ça va nous aider à faire diminuer notre potassium. Et alors là, j'insiste, c'est uniquement après stabilisation. J'ai vu passer des chats en muve hyperkaliémiques qui étaient anesthésiés parfois, donc avec vraiment induit, propofol, isoflurane et compagnie pour être débloqués sans avoir été stabilisés avant. Il y en a qui sont morts. Donc vraiment, votre catéterisation urinaire, c'est uniquement après la stabilisation. La stabilisation, c'est votre grand 1. On ne fait rien, on ne touche pas à notre vessie tant qu'on n'a pas stabilisé notre animal. Pour cathétériser, c'est toujours mieux de le faire sous sédation profonde ou anesthésie générale en utilisant des drogues très peu dépressives au niveau cardio-respiratoire. Généralement, donc, vous pouvez utiliser des opioïdes. Je vous ai mis le butorphanol dans le tableau, mais j'avoue que personnellement, je ne l'utilise jamais parce que oui, il va être sédatif, mais alors pour le coup, vous allez avoir quasiment pas d'analgésie, alors que les blocages urinaires, on l'a vu, c'est des conditions qui sont extrêmement douloureuses. Donc, personnellement, je préfère utiliser de la buprenorphine ou de la méthadone, donc 0,015 mg/kg pour la bupré ou 0,2, enfin 0,2 à 0,3 mg/kg pour la méthadone. On va également beaucoup aimer les benzodiazépines dans les cas de blocage urinaire. J'ai une préférence pour le midazolam puisqu'il peut se donner intramusculaire, donc c'est parfois un petit peu plus facile si on n'a pas de caté tout de suite à la dose de 0,2 mg/kg. La kétamine est décrite si on n'a pas de souffle ou pas de galop. Je suis vraiment pas une utilisatrice de kétamine, c'est pas une molécule que j'utilise très souvent, donc personnellement, je ne le fais jamais, mais c'est décrit à 1 à 4 mg/kg. Ensuite de ça, idéalement, si on peut préoxygéner notre patient, c'est toujours mieux, et on va utiliser ou du propofol ou de l'alfaxan en titration. On peut utiliser de l'isoflurane. Encore une fois, personnellement, je ne fais jamais mes blocages urinaires à l'isoflurane. Ce que j'ai vraiment tendance à faire, c'est méthadone, midazolam, soit par voie intraveineuse, soit par voie intramusculaire si j'ai pas de cathéter tout de suite en place. Et ensuite, j'utilise uniquement du propofol au besoin. En titration, généralement, je fais 0,5 mg/kg par 0,5 mg/kg. Ça m'est déjà arrivé de devoir monter à 6 ou 8 mg/kg IV total de propofol. C'est pas grave. Si vous le faites vraiment au besoin, que vous avez un, un suivi, un petit peu d'oxygène et que vous surveillez bien votre patient, n'hésitez pas, vous dites pas après 4 mg/kg, oh mince, c'est pas assez, je vais lui mettre de l'iso. Personnellement, je préfère donner un 0,5 ou à 1 mg/kg supplémentaire et ça se passe généralement très très bien. J'ai jamais eu de problème avec ce protocole-là. Sur des chats très agressifs sur lesquels ou très douloureux sur lesquels un cathéter intraveineux est très difficile à mettre, je vais utiliser mon alfaxan. Donc méthadone, midazolam, alfaxan, IM, mon cathéter et ensuite je rajoute du propofol au besoin. Mais vraiment, j'ai déjà vu passer également le chat est agressif, difficile à manipuler, je vais lui donner un alpha 2 type Medeto. Non, même si votre animal est stable, c'est vraiment pas recommandé. En tout cas, moi je le recommande vraiment pas. Donc, je préfère vraiment utiliser l'alfaxan plutôt de la Médéto et je vous ai vraiment pas mis la Médéto dans ce tableau-là parce que c'est une drogue qui va être plus dépressive au niveau cardiaque et qu'on va vraiment éviter dans ces types de présentations-là. Ce que vous pouvez faire également, et ça va vraiment un peu vous aider au déblocage, c'est un bloc sacro-coccygien. Au Canada, j'en faisais quasiment tout le temps. Là, je vous avoue, dans les muves, j'en fais beaucoup moins. Mais c'est vraiment décrit et c'est très, très bien. Donc, vous faites ça entre la dernière vertèbre sacrée et la première coccygienne ou entre vos deux premières coccygiennes C1 et C2. Donc, globalement, vous palpez. Le sacrum se sent très, très bien. Et à la palpation, vous allez sentir une petite dépression entre votre dernière sacrée et votre première coccygienne ou votre première et deuxième coccygienne. Ce que vous pouvez faire également, comme sur l'image de gauche, c'est bouger la queue parce qu'en fait, cette petite dépression, ce petit trou, il va vraiment être à la base de la queue quand vous la déplacez. Donc, ça vous aide vraiment à le palper. On fait une préparation stérile, on rase, on scrub et on utilise de la lidocaïne. Donc, on utilise généralement 0,1 ml par kilo avec un total de 0,5 ml. Donc, si votre chat fait 7 kilos, on utilise quand même 0,5 ml. Avec votre petite aiguille, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de prendre un angle un petit peu de 30 à 45 degrés, vers la tête de votre animal, la queue ici.
Et en fait, vous allez vraiment piquer dans cette petite dépression, dans ce petit trou que vous allez palper. Vous allez probablement buter sur de l'os, c'est assez fréquent. C'est pas grave, on se réoriente, on pique, on tâtonne un petit peu. Et quand vous êtes dans le bon espace, vous passez ici un petit peu un ligament, donc vous le sentez. Et si vous lâchez votre aiguille, en tout cas votre seringue, elle bouge plus. Elle est comme piquée, aspirer et là vous devez injecter sans résistance. Si vous avez de la résistance, c'est que vous êtes vraiment pas au bon endroit. Donc on pique vraiment sans aucune, il ne doit y avoir aucune résistance au moment où vous injectez votre lidocaïne. Si vous vous trompez d'endroit, c'est pas très grave. Il y a vraiment très peu de risques de faire quoi que ce soit au niveau de cette zone-là. Je pense que sur mes blocs sacro-coccygiens, j'ai pas du tout 100% de réussite. Donc, c'est pas grave. Et pour savoir si votre bloc a fonctionné, c'est que normalement, vous observez une dilatation de votre anus en quelques minutes. L'intérêt du bloc, c'est que c'est une action qui est assez rapide et qui va être pendant 1 heure. Et ça va anesthésier toute votre région périnée, pénis, urètre, côlon, anus. Donc, ça va vraiment vous aider à votre déblocage urinaire. Donc, vraiment, vous n'hésitez pas vous pouvez vous entraîner si vous avez des cadavres à disposition à juste palper cette zone-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe, qui est décrit et qui peut vraiment faciliter votre déblocage urinaire. Et en plus de ça, euh, donner à votre patient une anesthésie supplémentaire pendant 1 heure qui va le rendre un petit peu plus confortable pendant ce moment-là. Hop. Ensuite, c'est la place au sondage, une fois que notre animal est stabilisé, sédaté et éventuellement qu'il a eu son petit bloc sacro-coccygien. Il existe plusieurs types de cathéters. Ici, je vous les ai mis un peu dans l'ordre de réactivité, donc du plus réactif à gauche au moins réactif à droite, et en ordre inverse, du coup, de résistance à la formation d'un biofilm. Donc, à gauche, vous allez avoir les cathéters qui vont vraiment plus être propices à la création d'un biofilm et à droite, les cathéters qui vont être moins propices à la création d'un biofilm. Je ne sais pas ce que vous avez non plus à Adomvet. Nous, ce qu'on avait dans les MUV, ou ce qu'on a actuellement, c'est surtout les cathéters en PVC, en polyvinyle. C'est ceux-là, là, les roses ou les verts. Donc, les roses, c'est les 3,5 French et les verts, les 5 French. Depuis peu, on a rajouté les cathéters Mila, qui sont mes cathéters de cœur. Je les adore réellement. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont être beaucoup plus souples, comme vous pouvez voir ici. Ils ont une petite rigidité, mais ils sont beaucoup plus souples, donc beaucoup moins traumatiques. On peut très facilement sonder avec ces cathéters-là. Ils vont être beaucoup moins réactifs, beaucoup moins propices à la création d'un biofilm. Donc, personnellement, je les adore. Au niveau du diamètre, qu'est-ce qu'on choisit entre du 3,5 French et du 5 French? Même sur des gros chats, j'utilise uniquement le 3,5 French. Le 5 French est beaucoup plus irritant et une étude a montré que au niveau des récidives, il y avait une différence significative au niveau de votre taux de récidive en fonction de la taille de votre cathéter et que les chats avaient malheureusement plus de risques de récidiver avec un cathéter 5 French qu'avec un cathéter 3,5 French. Donc, c'est vrai que voilà, malheureusement, en fait, le gros désavantage de ces cathéters-là, les roses et les verts, c'est que les verts vont être un petit peu plus longs. Donc, sur des gros chats, vous avez un risque parfois de ne pas atteindre votre vessie avec un cathéter rose. Ce risque n'existe pas avec un cathéter Mila qui est réglable. Je vais vous en parler après. Mais si vous pouvez éviter les 5 French, faites-le. Vraiment, je trouve que c'est des cathéters qui sont beaucoup trop gros, beaucoup trop irritants. Vous risquez de créer une inflammation plus importante au niveau de votre urètre, de favoriser les récidives. Donc, pour moi, ils ne devraient jamais être utilisés. Quand on sonde, comment on fait? Donc, c'est vraiment le flush qui débouche. Vraiment, c'est pas votre cathéter. Votre cathéter, c'est un guide, mais vraiment, c'est pas avec votre cathéter que vous devez avancer, tourner, essayer de passer. Vraiment, vraiment pas. Parce que là, vous risquez de léser votre urètre plus. Et d'ailleurs, si vous utilisez les cathéters ici, si c'est ceux que vous avez, enlevez le mandrin. C'est vraiment Je déteste sonder avec un mandrin. Je trouve qu'il y a encore beaucoup plus de risques de léser votre urètre et vous avez surtout pas besoin du mandrin parce que c'est votre flush qui débouche. Donc, un mandrin ne sert à rien à part à être traumatique. Donc, on enlève le mandrin et c'est le flush qui débouche. Si l'obstruction, elle est très distale au niveau de l'extrémité, bon, ici, il aurait dû y avoir des gants sur cette photo, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais si votre obstruction, elle est très distale au niveau de l'extrémité de votre pénis, vous pouvez utiliser un petit cathéter, éventuellement un rose, là, un petit cathéter intraveineux pour un petit peu plus facilement lever votre obstruction avant de passer votre cathéter que vous allez laisser en demeure.
Il y a plusieurs façons de sonder, que ce soit sur le dos, sur le côté, sur le ventre. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur le dos. Donc ici, bon, à part une petite face de lion, l'animal est sur le dos, on a la queue ici et les pattes arrière sont repoussées vers l'avant, ce qui permet d'avoir votre pénis ici qui va être beaucoup plus facilement extériorisable. Donc on tond, on désinfecte. On fait ça de manière stérile avec une bonne lubrification. Et donc, on vient tirer, en fait, si vous voulez, en venant prendre ici votre fourreau. Ça vous permet de venir tirer un petit peu votre pénis, de l'extérioriser et de rendre le sondage beaucoup plus facile. N'hésitez pas à vous réorienter éventuellement un petit peu crânialement ou vers le haut pour passer votre courbure pelvienne. Une fois que notre cathéter est en place, on flush, on vient rincer la vessie. Un des autres gros avantages des cathéters Mila, et j'espère vraiment un petit peu rendre leur utilisation beaucoup plus, comment dire, euh, automatique versus les anciens cathéters que j'aime beaucoup moins, c'est que idéalement, pour être le moins traumatique possible, l'extrémité de votre cathéter doit être au niveau du trigone de la vessie. Comme cette image ici, on a notre vessie, notre cathéter est là. Avec les cathéters Mila, donc ceux-ci, ils sont réglables parce que, on ne le voit pas très bien ici, mais le petit bout jaune, il coulisse sur le cathéter. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir à quelle distance votre cathéter se rend. Donc ici, on le voit un petit peu mieux. Le petit embout jaune glisse sur le cathéter blanc. Donc, vous pouvez vraiment régler, et ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de précis avec une extrémité de notre cathéter au niveau de notre trigone. Avec les autres cathéters non réglables, le gros risque, c'est que votre cathéter soit trop long. Donc, votre vessie, elle ne va jamais vraiment se vider parce qu'on imagine que si le cathéter s'arrête ici, ben, la paroi ou en tout cas l'extrémité l'apex de notre vessie va se coller au niveau du cathéter. On n'aura jamais nécessairement une vessie vide et c'est surtout qu'on va être très traumatique. Notre cathéter va venir picoter ou va venir tapoter contre la paroi de notre vessie. Ça peut créer de l'inflammation, des petits saignements. Donc, c'est vraiment beaucoup moins l'idéal. Si jamais vous avez accès à ces cathéters et que vous les utilisez, la petite chose à savoir, c'est vraiment de venir sécuriser votre cathéter urinaire. Encore une fois, comme l'embout jaune coulisse sur le blanc, si vous ne sécurisez pas, votre cathéter il va partir en moins de 30 secondes. Donc, on fixe notre cathéter au pénis classiquement avec nos 4 petits points. Ici, on vient faire un petit peu de ligature pour vraiment venir serrer l'embout jaune au niveau du cathéter blanc. Et ce que je rajoute également, moi, c'est un petit point de super glue ici, là, à la jonction entre l'embout jaune et l'embout blanc pour sécuriser encore plus mon cathéter. Ensuite de ça, on vient, quel que soit le cathéter que vous utilisez, le fixer à la queue pour pas que le chat ait son cathéter et son système de collecte qui viennent traîner dans ses petites pattes. Idéalement, on utilise un système fermé. Pour la simple et bonne raison, c'est plus propre, ça évite les infections et surtout, ça va vous permettre de quantifier la quantité d'urine produite, ce qui va être extrêmement important. On va le voir après. Je sais que beaucoup aiment les systèmes ouverts. Voilà, moi, je suis vraiment pro système fermé. Je trouve que voilà, c'est beaucoup plus propre. Vos chats ne baignent pas dans l'urine et c'est surtout que c'est hyper important de savoir comment et quelle quantité votre chat urine. Combien de temps on va laisser notre cathéter en place? Ça va un peu dépendre de plusieurs paramètres. Il n'y a pas de bonne, en tout cas, il n'y a pas de durée établie. En règle générale, c'est entre 36 et 48 heures, mais ça peut arriver de les laisser plus longtemps. Ce qui est important, c'est de laisser le cathéter urinaire tant que vos paramètres biochimiques ne sont pas normalisés. Tant que si vous avez une durée post-obstructive, elle n'est pas rétablie, elle est pas résolue. Et une fois que vous observez une amélioration microscopique de votre urine. Si votre urine elle est toujours très hémorragique, avec beaucoup de calculs, avec beaucoup de sablose dedans, vous risquez, voilà, votre animal risque de se reboucher après retrait du cathéter. Donc, on attend que tout soit replacé. Généralement, ça prend 48 heures. Au niveau des traitements, après ça, généralement, non, c'est pas généralement, c'est de la fluidothérapie. On adapte le débit de fluide selon la production urinaire du patient, d'où l'importance d'un système fermé. Si vous êtes en système ouvert, vous n'avez aucune idée de quelle est la quantité d'urine que votre patient produit, sauf si vous pesez les à-l'aise sur lesquels votre patient est mis pour essayer de déterminer. Bref, ça rend les choses un peu compliquées. Si vous avez un système fermé, vous récoltez vos urines idéalement toutes les 4 heures, mais allez, toutes les 4 à 8 heures. Vous regardez la quantité d'urine que votre animal a produit et s'il a produit beaucoup plus d'urine que les fluides que vous donnez, ça vous permet, hop, on augmente les fluides. Inversement, s'il produit beaucoup moins d'urine que les fluides que vous donnez, hop, on diminue les fluides pour éviter de surcharger notre patient. Et ça, c'est d'autant plus important avec le phénomène de diurèse post-obstructive
qui se définit comme une production d'urine qui va être supérieure à 2 ml par kilo et par heure. L'origine, elle est un peu multi-origine, là. Il y a généralement, donc ça c'est dû d'une part à une accumulation de molécules osmolairement actives comme l'urée, mais également dû à un dysfonctionnement épithélial tubulaire. Vous pouvez aussi avoir une résistance à votre hormone antidiurétique, mais également un washout médulaire. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui font que vous pouvez avoir une duresse post-obstructive chez vos petits chats bloqués. Et il y a globalement 2 études qui ont été réalisées sur la durée post-obstructive. Et dans les 2 papiers, les incidences rapportées sont de 36 et 46%. Donc, jusqu'à un chat sur 2 présente une durée post-obstructive qui peut aller jusqu'à 25 ml par kilo par heure. C'est énorme. Si vous n'êtes pas capable de monitorer ou de mettre en évidence cette durée post-obstructive, vous avez vraiment un risque de déshydrater et d'aggraver l'état clinique de votre animal. On a eu un cas d'ailleurs la semaine dernière à Taverny, un petit chat qui arrivait en blocage urinaire avec une créate parfaitement normale à l'admission, cathéter urinaire, système ouvert. 48 heures plus tard, un chat vraiment, vraiment amorphe, là, plus du tout le même état général qu'à son admission. Je fais un contrôle urécréate, créate à 90. J'avais une créate normale à mon admission. La principale hypothèse, sachant que son cathéter avait visiblement toujours bien fonctionné dans les premières 48 heures, c'était qu'il y a une duresse post-obstructive qui n'a pas été objectivée, puisque système ouvert, et que notre animal n'a absolument pas reçu les fluides dont il avait besoin. Donc, on a laissé le cathéter urinaire 2 jours de plus, soit 4 jours total, en augmentant la quantité de fluide qu'on donnait à notre animal et en quantifiant sa production urinaire. Puis voilà, 2 jours après, la créate était revenue dans les normes et tout allait bien. Mais c'est vraiment important de pouvoir quantifier la quantité, ou en tout cas l'urine produite par votre animal, et de pouvoir objectiver et mettre en évidence une durée post-obstructive si elle existe pour pouvoir adapter votre phytothérapie et éviter d'aggraver votre petit patient. Au niveau des autres traitements que vous allez pouvoir donner, donc on l'a dit, c'est une condition qui est douloureuse. Donc, on va donner de l'analgésie à notre patient. On utilise généralement des opioïdes qui ont très peu d'effets cardio-respiratoires et qui procurent une bonne analgésie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pré-sondage, j'utilise la méthadone. Une fois qu'ils sont sondés, j'ai tendance à switcher très rapidement sur de la buprenorphine à 0,015 mg kilo IV Q8 heures. Et ça, c'est très facilement aussi réalisable à domicile avant transfert. On a eu un petit référé là de DOM, un petit SUF dernièrement qui n'avait pas reçu d'analgésie. Idéalement, c'est vraiment, vraiment mieux. Là, de lui donner un petit peu d'analgésie, on l'a vu, c'est extrêmement douloureux. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement à domicile. Et personnellement, j'aime beaucoup la gabapentine. J'ai tendance à l'utiliser assez souvent, à 10 mg kilo per os bidatide. C'est un bon analgésie et c'est surtout pour la gestion des petits chats un petit peu stressés en hospitalisation ou même à la maison après retrait du cathéter. Je trouve que ça les aide pas mal. Toujours bien prévenir le propriétaire des effets un peu sédatifs de cette molécule, parce que ça, parfois, ils nous appellent un petit peu paniqués parce que leur chat est stone. Voilà, on ne s'inquiète pas, c'est un effet secondaire très fréquent et courant de la gabapentine, mais j'aime énormément cette molécule dans ces pathologies-là. Vous pouvez également utiliser des antispasmodiques et des relaxants musculaires. Le traitement de choix, c'est le prazosin, qui est un alpha-antagoniste. Honnêtement, on l'utilise en Amérique du Nord, mais je ne sais même pas si c'est disponible en France. Donc, on utilise l'alfusosine, donc le Xatral, où généralement, la posologie, ça va être 1/4 de comprimé per os. BID, ça va agir assez rapidement avec un effet sur votre urètre pré- et prostatique. Et également le Spasfon qu'on donne généralement à 0,3 ml kilobid. Et ça aussi, là, le Spasfon, c'est très, très facilement réalisable avant transfert. Donc, à domicile, c'est des choses que vous pouvez faire très facilement pour rendre vos patients beaucoup plus confortables et les stabiliser. Alors, je sais qu'il y a aussi des benzodiazépines qui sont décrites. Personnellement, je les utilise quasiment jamais une fois que mon animal est desondé, mais vous pouvez utiliser 1 à 2 mg total bide. Je n'aime vraiment pas la formulation Peros, notamment du diazépam, parce qu'il y a vraiment des nécroses hépatiques idiosyncrasiques qui sont décrites avec l'utilisation du diazépam. Donc, personnellement, j'aurais tendance à vraiment vous dire de l'éviter chez le chat, mais c'est décrit. Et vous pouvez également, c'est décrit l'utilisation de l'ACP qui va avoir un effet également sur votre urètre pré- et prostatique, mais par contre, l'ACP a vraiment un effet sédatif beaucoup plus important. Personnellement, là, ces molécules-là, je vous les ai mentionnées, mais je ne l'utilise jamais, jamais, jamais. Je me contente vraiment de mon Xatral et de mon Spasfon.
Quid des AINS? Est-ce qu'on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Il n'y a vraiment aucune efficacité prouvée dans le traitement des cystites idiopathiques. Donc, il y a une étude qui a été réalisée en 2016 qui montrait que l'administration de méloxicam pendant 5 jours n'avait aucune influence sur les récidives ou sur la présence d'obstruction urétérale. Je vous dirais que c'est vraiment à la discrétion du clinicien. On sait que les AINS, c'est un petit peu dur pour les reins. On ne les utilise pas en cas d'insuffisance rénale, on ne les utilise pas en cas d'hypovolémie. Donc, c'est vraiment à la discrétion du clinicien. C'est peu fréquent que je les utilise, mais ça m'arrive parfois de donner une petite dose au moment du retrait du cathéter urinaire si mon patient est cardiovasculairement stable et que ses paramètres rénaux sont normaux. Voilà, il y a juste, sachez qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité prouvée pour ces conditions-là. Donc, voilà, c'est vraiment un petit peu peser les pour et les contre et voir un petit peu selon l'état clinique de votre patient. Mais automatiser et systématiser l'utilisation des AINS, pas forcément. Et les antibiotiques, c'est pas automatique. Comme on l'a vu, les infections urinaires à l'admission sont très, 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 très peu probables. Donc, donner des antibiotiques sur un SUF à son admission, c'est pas nécessairement recommandé. D'autant plus que des antibiotiques avec un cathéter urinaire, ça favorise les résistances bactériennes, donc c'est encore moins recommandé. Vous pouvez éventuellement faire une culture urinaire au moment du retrait de votre cathéter. Alors, prenez pas l'urine de votre cathéter parce que là, pour le coup, ça a été manipulé, ça a été, voilà, vous avez toutes les chances du monde d'avoir des bactéries à ce niveau-là et qui va être juste une contamination environnementale. Donc, si vous faites une culture, prenez plutôt de l'urine par cystosynthèse pour que ça reflète vraiment la présence éventuelle de bactéries chez votre patient. Mais les antibiotiques, même au moment, je sais qu'il y a aussi enfin voilà, il y a parfois certaines pratiques qui prescrivent des antibiotiques une fois le cathéter retiré pendant quelques jours. Personnellement, je ne le fais jamais parce que c'est pas nécessairement utile. Par contre, c'est vrai que si j'ai eu un petit chat bloqué en hospitalisation puis que je le revois 5-6 jours après parce qu'il y a un petit peu d'hématurie et compagnie, là, on peut se reposer la question si une culture urinaire n'a pas été faite d'en faire une et éventuellement de rajouter des antibiotiques à son plan de traitement, mais d'une manière automatique, personnellement, jamais. Au niveau du suivi, ce qui va être important, ça va être tous vos changements hygiéniques, donc favoriser des interactions avec l'animal. Vraiment, voilà, c'est des séances de jeu pour pas qu'il y ait d'ennui qui se développent chez l'animal, diminuer le stress, donc favoriser, je sais pas, des zones de couchage en hauteur, s'il y a plusieurs animaux à la maison, que le chat puisse avoir vraiment son espace à lui. Idéalement, une alimentation urinaire, plutôt en pâté qu'en croquette, puisque ça va avoir l'avantage d'être beaucoup plus riche en eau. Insister sur la présence de litière toujours propre, idéalement N+1 litière dans la maison, de l'eau fraîche en tout temps. Voilà, c'est les changements hygiéniques classiques. Et les récidives, donc selon les études, ça peut aller jusqu'à 43% des cas, avec éventuellement une discussion sur l'urétrostomie envisagée si le taux de récidive est supérieur à peu près à 2 ou 3 fois. Il n'y a pas de règle établie, hein, mais moi, généralement, je considère qu'au bout du 3e blocage, on va commencer à parler d'urétrostomie. Donc, en conclusion, c'est une urgence qui est très fréquente, relativement fréquente, qui peut rapidement être mortelle selon la gravité à la présentation clinique et qui nécessite vraiment une stabilisation initiale rigoureuse. Et on procède par ordre. Je me répète, hein, mais on stabilise avant d'anesthésier pour sonder. Et encore une fois, sur un animal moribond qui arrive en état de choc avec un potassium supérieur à je ne sais pas combien, généralement, vous n'avez même pas besoin de les anesthésier pour passer votre cathéter urinaire, hein. Au besoin, une bébé dose de confortant et de midazolam, ça suffit généralement amplement pour passer un cathéter urinaire, voilà, pendant que votre animal se stabilise, enfin, et reçoit sa stabilisation ou après la stabilisation. Et maladie avec des récidives fréquentes. Donc, la communication avec le propriétaire est très, très importante. Bien les prévenir que c'est des choses qui peuvent récidiver, que ce soit au moment du retrait du cathéter urinaire ou dans les jours, semaines, mois, années. Voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même des prises en charge qui peuvent être rapidement onéreuses. Donc, toujours bien, voilà, bien avoir ce discours honnête avec les propriétaires parce que ça nécessite aussi un petit peu de gestion à la maison par la suite. Voilà un petit peu pour les blocages urinaires et la gestion d'une hypercar. Je vais essayer en tout cas pour Veto-Adom, je ne sais pas trop comment ça s'uniformise après, de refaire une petite fiche
gestion d'une hypercare pour remettre un petit peu toutes les doses et les médicaments utilisés. Et voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Pratiquement, comment gérer une hypercalémie? Ouais, le dentrium, je sais. Hop. Le dentrium, je sais que c'est décrit. Je t'avoue que c'est une molécule auquel j'avais pas du tout accès en Amérique du Nord, donc à laquelle je suis pas du tout, comment dire, familiarisée. Donc j'ai vraiment très peu de recul, donc j'ai tendance à pas vraiment l'utiliser. Mais oui, c'est décrit Xatal, dentrium. Il y en a plusieurs d'entre vous qui le font. Et pratiquement, comment gérer une hypercalémie, ben, c'est ce qu'on a vu ce qu'on a vu dans la conférence. Si tu es à domicile et que tu n'es pas capable, enfin, tu n'as pas les outils diagnostiques pour pouvoir qualifier ton hypercalémie, si ton animal est bradycarde et que tu suspectes une hypercalémie, tu peux déjà lui donner donc du dextrose. Si tu es en clinique et que là, tu es capable d'objectiver, de qualifier ton hypercalémie, bah, selon ton degré d'hypercalémie, ça va être ton protocole insuline-dextrose, comme on l'a vu ici, et ton gluconate de calcium pour venir protéger ton cœur. Pour les Français qui n'ont pas fait un bout de leurs études au Canada, dextrose, ça va être glucose, hein. Ah oui, pardon. Oui, Parce pardon. qu'il y en a C'est certains comme qui... la conf de la semaine dernière, j'arrêtais pas de dire épinéphrine. Et je disais, ah, vous donnez de l'épi, vous donnez de l'épi. Et puis, quelqu'un qui m'a texté après en disant, mais on n'a pas d'épi. Je fais, si, Si. c'est Voilà. de l'adrénaline. C'est du Oui, G30 ce dont Agathe parle. oui, exactement. C'est du glucose. Voilà. Moi, je voulais revenir sur les traitements dont tu as parlé à la fin. Ouais, On est en train, avec le GUR, je sais pas si voilà, c'est le groupe d'études là d'urgence réa de la VAC, on est en train de rédiger un consensus français sur la prise en charge des chats bouchés. parfait. Donc, normalement, il y aura une présentation dessus à la VAC cette année. Et du coup, là, on vient de traiter justement de la partie médicaments en hospitalisation, donc en épluchant la totalité de la biblio existante de tout le monde dans le monde, ce qui est un tout petit peu chiant. Moi, Euh, j'avoue que et à l'heure actuelle, je rejoins la plupart des choses que tu as dites. Juste, je voulais repréciser des choses sur lesquelles on était tombé d'accord sur ce consensus-là. C'est que il n'y a absolument pas d'effet prouvé ni du spasfon, ni du Xatral, ni du Dentrium actuellement. ouais, je sais. Donc, c'est vrai que le spasfon, c'est ultra utilisé. Bon, on peut l'utiliser, mais sachez si vous l'utilisez qu'on n'a pas de notion de son efficacité. On ne recommande pas l'utilisation d'INS en Mm, mm, hospitalisation. Mais c'est pas, enfin, dans le consensus, ça va être écrit, pas laissé à la discrétion du clinicien, ça va être marqué. On recommande de ne pas le faire. mm. Effectivement, les antibiotiques, je pense que tu as eu raison d'en reparler. C'est vraiment le nombre de chats bouchés qui se retrouvent sous Ouais. antibiotiques, c'est vraiment catastrophique. Il faut arrêter de mettre des antibiotiques sur les chats bouchés et même sur les cystites de chat de manière générale. On est en 2023, quoi. On arrête D'accord. de mettre des antibiotiques partout tout le temps. Et donc, surtout, comme tu as dit, sur les chats bouchés qui sont sondés, c'est vraiment une hérésie de mettre des antibiotiques dessus. Donc, c'est pareil, ça fait partie des médicaments, sauf cas exceptionnel de Mhm, infection urinaire objectivée ou carrément d'urosepsis. Mais sinon, il n'y a aucune raison de mettre des antibiotiques sur un chat bouché. Donc, ça mhm. aussi, ça fera partie des recommandations du consensus. Voilà, je voulais juste... Ouais, j'avoue que j'ai été un peu perdue en arrivant en France parce que typiquement au Canada, là, nos gestions de chats bouchés, c'est la gabapentine qu'on aime beaucoup d'une manière générale en Amérique du Nord, c'est quand même assez utilisé, mais c'est surtout que c'est le prazosin dont on a accès et qui pour le coup là enfin, il y a vraiment des études qui montrent son efficacité dans la prise en charge de ces pathologies-là. Et en arrivant en France, je voulais mettre tous mes petits chats sous prazosin. J'étais comme, oups, il n'y en a pas. Du coup, c'est vrai que Xatral et Spasfon, j'ai tendance à les utiliser parce que c'est globalement ce qui est décrit, mais j'ai trouvé aucune preuve Mm. scientifique de leur efficacité. Mais c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec les étudiants de Maison Alfort, voir leur pratique un petit peu et ce qui leur était recommandé, ils ont tendance à mettre assez souvent Spasfon et Xatral. J'avoue que par transposition, j'ai un peu utilisé cette prise en charge-là, mais en effet, j'ai essayé de faire des recherches, puis même là, de refaire des recherches sur l'alfusosine, puis il n'y a aucun papier qui démontre l'efficacité de l'alfusosine chez le chat. Ouais. Mm. Ouais. Et ouais, moi, les AINS, je pense que
je les utilise peut-être sur un cas sur 20, mais j'en utilise jamais non plus sur mes cystites non plus. Et c'est vrai que le petit combo Metacam antibio sur des cystites, on le voit passer assez souvent Ouais. et ouais, on se tire un peu les cheveux. Est-ce que à Lyon, vous les mettez, t'en as qui mettent en système ouvert ou vous mettez tout en système fermé? Alors, je milite comme toi pour le système fermé. Maintenant, je crois que j'ai des collègues, effectivement, qui font du système ouvert. Ouais. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. Et en plus de ça, c'est parfaitement décrit en médecine vétérinaire que les sondes urinaires sont la première voie d'entrée de toutes les maladies nosocomiales. Ouais. C'est le numéro un. Mm. Et là, c'est clair que oui, c'est un risque énorme de complications derrière. Donc, sonder après avoir tondu et scrubé avec des gants stériles et système clos, c'est... Ouais, ok, ouais, c'est pareil, je milite beaucoup pour ça, puis c'est pareil, les chats qui, qui sont, enfin, qui sont dans leurs urines, je trouve, en tout cas, non, mais Mm. Après, c'est vrai que ce qui peut être compliqué, c'est pour les vétos du DOM. oui. Si parfois les gens peuvent pas ou veulent pas venir en clinique, ils sont sondés à la maison, c'est soit il faut leur mettre un système clos et puis que les gens ils les laissent vraiment dans un espace très très restreint Mhm, pour pas qu'ils courent partout avec leur poche au cul. mhm, Et sinon, ouais, c'est vrai que ça peut être compliqué. J'ai déjà vu aussi des vétos du DOM laisser système ouvert à la maison, mais bon, je trouve ça dégueulasse encore plus. mhm, mhm. Mais bon, c'est vrai que c'est pas Non, toujours mais c'est évident ça. à la maison, quoi. Non, non, à domicile, je suis d'accord que c'est pas l'idéal. J'avoue que j'ai fait un tout petit peu de dom là pendant 4 5 mois avant de complètement arrêter. Et c'est vrai que les blocages urinaires, quand ils sont très stables, me gêne peu de les sonder à domicile. C'est sûr que je préfère toujours quand c'est fait en clinique, mais par contre, je vais insister beaucoup pour les référer parce qu'en effet, les laisser en clinique. Les laisser à domicile, je trouve que c'est un peu compliqué, mais comme tu dis, c'est pas toujours réalisable. Donc parfois, tu es obligé de t'adapter et de les laisser une nuit avec leur système ouvert avant d'être transféré chez le vet le lendemain. Mais ouais, c'est pas toujours facile. Du coup, en cas de système ouvert, est-ce qu'on met quand même sous antibiotiques par précaution? Non, ben non, au contraire. Parce que du coup, oui, tu favorises ta une porte d'entrée, mais tu favorises aussi du coup une sélection enfin, de bactéries résistantes. Donc, ce serait encore pire, je trouve, de mettre une antibiothérapie en système ouvert. Ok. Parce que moi, je sais qu'à la clinique où je travaille, ils mettent aussi les antibiotiques parce qu'il y a un cathé intraveineux et du coup, ils le mettent vraiment souvent. Mais il n'y a pas de justification à mettre des Non. antibiotiques sur un cathé intraveineux. Ok. Ça, c'est pas une bonne justification a priori. Surtout que en théorie, quand tu poses ton cathé, ça aussi c'est un de mes combats, mais ça, on sort complètement du sujet. Mais je vois souvent des cathéters intraveineux posés où l'animal est à peine tondu et c'est pas scrubé avec des mains sales. Mais en théorie, quand tu poses un cathéter intraveineux, tu as quand même un minimum de règles d'hygiène. Voilà, on tond. Moi, je fais Chlorex, alcool avant de mettre mon cathé. Mais comme dit Calypso, c'est pas parce que tu as un cathé veineux que tu dois avoir des antibiotiques. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux. Et de mettre des antibiotiques avec un système ouvert, c'est encore, en tout cas personnellement, je trouve pire pour la sélection de bactéries multirésistantes au niveau de ton système urinaire. Ok. Et j'avais une deuxième question, parce que du coup, j'avais déjà eu une conf comme ça sur l'hyperca des SUF. Ouais. J'avais essayé de mettre à chaque fois le dosage de la kaliémie en place dans ma clinique, et leur réponse, ça a été non, mais de toute façon, à partir du moment où on les sonde, très souvent, la kaliémie revient à la norme. Du coup, je voulais savoir un peu. Ben, oui et non. Bah, dans le fait, oui, le fait de les sonder, ça va permettre de t'aider à diminuer ta calémie. Sauf que, encore une fois, ne pas stabiliser un animal hypercalémique avant de le sonder, c'est déjà prendre le risque. Il se dégrade fortement. Et comme je disais, moi, j'ai des vétérinaires, encore une fois, qui, pareil, ne stabilisaient pas nécessairement et anesthésiaient les patients hypercalémiques pour les déboucher et ils décédaient simplement à l'anesthésie parce qu'ils avaient reçu aucune stabilisation préalable et que un potassium à 10, tu as tellement de risques cardiovasculaires que de ne pas mettre en place un protocole insuline dextrose pour faire diminuer ton potassium le plus rapidement possible, je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu et prendre le risque que ton animal décède parce que ton potassium ne va pas diminuer suffisamment, ça ne va pas passer de 10 à 4 en une demi-heure post-déblocage, quoi. Donc, ça veut dire que t'acceptes et que tu t'acceptes et tu dis bon bah je vais laisser mon animal hyperkaliémique avec toutes les incidences et toutes les conséquences cardiaque que ça peut avoir
Je trouve que c'est très, très, très joueur. Et voilà, encore une fois, pour moi, le grand 1, c'est stabiliser votre animal avant d'envisager de le débloquer. Alors, encore une fois, c'est un animal moribond. Souvent, je fais les deux en même temps. Mon chat, il a son caté intraveineux, je lui donne son gluconate de calcium, insuline dextrose, et parallèlement, parce que souvent, sous ces animaux-là, tu n'as pas besoin d'anesthésie, je passe un cathéter urinaire pour soulager rapidement l'obstruction, mais je trouve que ne pas les stabiliser, c'est une erreur parce que tu prends vraiment le risque qu'ils meurent de leur hyperkaliémie, en fait. Parce que oui, je suis d'accord qu'une fois sondé, ton potassium va diminuer, mais pas non plus à une vitesse suffisamment importante pour pallier à tes effets toxiques cardiaques. En tout cas, Ouais, je je sais pas ce que tu comprends. en penses, Calypso, mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a un cas de figure duquel on n'a pas parlé, c'est le chat qui est à, je sais pas, entre 8 et 10, voire plus de 10, où tu fais un, deux protocoles insuline-glucose et il est toujours à 8 ou 10. Bon, bah, il y a un moment, ça sert à rien d'en faire 25 d'affilée. Effectivement, sur ces cas-là, ce qu'il faut, c'est le sonder. Mais là où je rejoins complètement ce que tu as dit juste avant, c'est que un animal qui est sondé et qui reprend une diurèse, effectivement, il va mettre quelques heures probablement à commencer à baisser son potassium. Et voire même, il y a un certain nombre de cas, c'est quand même pas négligeable non plus, qui vont rester hyperkaliémiques pendant peut-être une journée ou deux après. Alors c'est relativement rare parce qu'effectivement, il va y avoir une caliurèse qui va se faire et puis ils vont pisser leur potassium, mais ça peut arriver aussi. Donc effectivement, c'est quand même joueur de pas mesurer le potassium et de pas le suivre si vraiment t'as une grosse hyperkaliémie. Et à minima, je pense même dans les cas d'extrême urgence où t'as pas de budget ou de je sais pas quoi, à minima le gluconate de calcium pour Ouais. essayer d'avoir au moins l'effet cardioprotecteur, quoi. Et Mhm. alors, c'est hyper, je l'ai pas mis dans la conf, mais c'est décrit aussi l'utilisation de salbutamol. Ça peut vraiment, alors c'est de vous dire à quel point ça va aider à faire baisser votre potassium. Voilà, c'est un peu moins efficace que le protocole insuline dextrose, mais c'est vrai que parfois ça m'arrive de leur faire un petit puff ou deux de salbutamol. Encore une fois, si par exemple il n'y a pas de budget pour faire un protocole plus poussé, gluconate de calcium, un petit puff de salbutamol et on les débouche rapidement, quoi. Et en combien de temps on peut espérer une réa du coup avant de pouvoir sonder? Avec les protocoles que tu as pu décrire dans la conf. En fait, ça agit rapidement. Puis, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je lance le protocole, je mets en place, donc je donne mon gluconate de calcium et selon donc, la gravité de mon hyperca, je donne ou mon dextrose ou mon protocole insuline dextrose. Mais en fait, si tu veux, le sondage urinaire, je vais tendance à le faire dans la foulée, mais sans anesthésier mon patient. Donc, s'il est suffisamment, entre guillemets, moribond et en état de choc pour le sonder, en donnant par exemple juste une petite dose d'analgésie, plus ou moins une bébé dose de benzodiazépine, je vais le sonder dans la foulée. Mais ta question, elle est pertinente parce qu'effectivement, il y a un moment, tu vas pas pouvoir prendre 3 heures à stabiliser ton animal. S'il est moribond, c'est faut le sonder rapidement. Donc là où c'est pertinent, c'est de te dire, OK, bah, je lance tout ce qu'il faut pour essayer de me protéger au maximum. Un protocole avec rapide glucose, ça se fait en 15 minutes. Donc si tu checkes directement ton potassium derrière, tu vois, c'est rapide quand même. Et ça a un effet immédiat. Donc tu peux tout de suite contrôler ton potassium et voir si c'est efficace. Mais en attendant, il faut qu'effectivement tu en aies profité pour tondre ton animal, tout préparer pour le sondage et tout, voire même, comme dit Agathe, pour les plus critiques, carrément, tu le sondes en même temps. Mais en tout cas, il faut pas passer 3 heures à restabiliser entièrement toutes tes anomalies au bilan, parce que, ben oui, ce qu'il faut quand même, in fine, c'est le sonder, quoi. Ouais, ok. Après, c'est vrai que souvent, je suis tombée sur des SUV qui étaient peu approchables, on va dire, qui sont tellement douloureux que c'est compliqué de les sonder sans les endormir, en fait. Bah ouais, après, t'en as des carrément intouchables où, bah, en fait, t'as pas trop le choix que de faire une vraie anesthésie, et puis c'est pas ta faute, en fait, s'ils claquent, tu Mm. peux même pas leur faire une prise de sang avant de les Oui, c'est anesthésier, ça. bah là, c'est Poser un pas... cathé, c'est hyper compliqué sur ces Bah ouais, chats-là. ouais. Bah non, Mhm. mais enfin, ça arrive, hein, des fois, t'es obligé de les anesthésier vraiment avant toute autre chose, et on n'est pas magicien non plus. Ok. Que t'as peu de choix et dans ces cas-là, bah, c'est ça. Moi, je vais vraiment aimer mon alpaxan dans ces cas-là. Même sur des chats très agressifs, j'essaye le plus que possible enfin, en fait, c'est pas le plus que possible, c'est tout le temps. Là, je donne jamais d'alpha 2. Mais dans ces cas-là, je trouve que l'alpaxan couplé à, par exemple, confortant midazolam, ça a quand même un bon effet et tu vas quand même être capable de vraiment, voilà, de coucher tes chats pour pouvoir les
les approcher. Mais voilà, comme dit Calypso, avec le risque, malheureusement, oui, ça peut ils peuvent mourir de leur anesthésie. C'est vraiment, ils étaient pas anesthésiables ou pas suffisamment cardiovasculairement stables pour ça. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Même qui? Foufoune. Du coup, j'avais une question aussi par rapport au domicile. Je sais pas si on m'entend. Oui, 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 c'est tout bon. Oui. Du coup, en fait, ma question, c'est des fois, du coup, on arrive sur des chiens suifs qui sont très abattus. Et le sondage, des fois, il est possible, ou alors une cysto. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que si on n'a pas vraiment de signes apparents d'effet cardiaque, de l'hyperkaliémie et tout, est-ce qu'on quand même on peut mettre d'office une perfusion glucosée avant de transférer en clinique? Parce que des fois, dans le trajet, on met 40 minutes de trajet et je me demandais si c'était intéressant quand même de le faire à l'aveugle ou si ça représentait vraiment un risque de le faire, quoi. Je sais pas si Calypso voulait répondre. Personnellement, je t'avoue que même s'ils sont abattus et qu'ils n'ont pas nécessairement de bradycardie objectivée, j'ai pas tendance à le faire. Maintenant, juste ton dextrose, tu as quand même peu de risques, une perte dextrosée, de créer. Enfin, tu as peu de risques de complications ou vraiment de dégradation ou de risques associés. Donc, tu peux le faire. Mais je t'avoue que s'ils ne sont pas nécessairement bradycardes, j'ai pas nécessairement tendance à le faire. Mais t'as pas D'accord, ok. juste une perte de dextrose, honnêtement, tu risques pas grand-chose avec ça, hein, donc tu peux le mettre en place assez facilement. Oui, c'est ça que je me demandais. Et j'avais une deuxième question, mais c'est un peu bête parce que j'ai perdu ma connexion. Et c'était par rapport au gluconate de calcium et à quoi ça servait réellement. En fait, ton gluconate de calcium, il va pas servir à faire diminuer ton potassium, mais il va jouer au niveau de comment dire, ton potentiel d'action de ta cellule. Il va le Ouais. réaugmenter. Donc, c'est vraiment pour éviter les effets toxiques du potassium sur le cœur. Donc, il va avoir un rôle de cardioprotection. Donc, c'est vraiment pas pour faire diminuer ton potassium, mais c'est vraiment pour protéger ton cœur des effets délétères de ton potassium. Ok, ça va. C'est parce que j'avais perdu ma connexion et j'avais pas entendu cette partie. Ouais, c'est Ok, vrai, super, voilà, c'est merci. c'est vraiment cardioprotecteur. Ok, super. Merci. Puis, Calypso, vous avez quoi comme catégorie urinaire à Dombed? On a les Mila aussi, comme ceux dont tu parlais. Et après, on en a des autres, c'est les Jackson 4. C'est pas exactement les mêmes petits roses là que tu Ouais. montrais, mais c'est le même pas. C'est quasiment Ok, la même chose, quoi. ok. Mais je suis d'accord avec toi que l'intérêt du Mila, c'est vraiment d'adapter la longueur parce que ça m'est encore arrivé il y a 15 jours, là, je suis arrivée, il y avait deux chats hospitalisés et c'était deux grands gabarits et en fait, les deux, la sonde urinaire n'était pas dans la vessie. Ouais, Et donc, en fait, ils étaient hospitalisés, sondés et en globe ouais. parce que c'était des trop petites sondes. Donc, c'est vrai que la Mila, pour ça, elle est bien, mais oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Non, j'essaye, ça fait partie de mes combats du moment. Mais parce qu'en fait, les gens, du coup, vont avoir tendance à prendre pour les grands chats, les verts, qui sont les 5 French, parce qu'on a les deux dispo, mais ils sont tellement gros, c'est horrible. Je sais même pas pourquoi on en a encore là, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour le message qui a été mis, moi je trouve que c'est pas forcément très intéressant de donner du glucose ou du gluconate de calcium pérose parce que il faut une action vraiment. Le but c'est que ça aille en IV. Si tu donnes tes trucs, enfin c'est pas assez rapide en fait. Donner du sucre pérose pour moi sur un vraiment si t'as une hyperca avérée, c'est pas hyper intéressant quoi. Après je pense que quand tu peux pas faire mieux, je sais pas ce que t'en penses Agathe, pourquoi pas, mais Non, quand tu peux. Ouais, non, je suis d'accord. Quand t'as pas le choix, oui, mais à la rigueur, je trouve que du dextrose Peros, ça a un peu plus d'utilité sur des suspics d'hypoglycémie, mais pour faire diminuer un potassium, si tu n'agis pas rapidement, tu as peu de chance. Et vous avez de l'insuline à domicile ou pas, vous? non, 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 pas Ouais. d'insuline à domicile. Mais en même temps, moi, je trouve ça vraiment, vraiment ultra dangereux. Oui, moi Euh, aussi. Bon, ça, à domicile, je le ferai pas. ouais, Et ouais, ouais. donner un bolus de dextro, je trouve que tu as Ah vraiment oui, très peu de risques. oui, 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 Au tout à pire, tu fait. vas causer une hyperglycémie transitoire sur ton patient, c'est Mm. correct. Mais non, non, je suis d'accord avec toi que l'insuline à domicile, je suis vraiment pas pour.
Et le gluconate de calcium, j'avoue que je suis mitigée. Si vraiment l'animal est en train de mourir, je le donne. Mais autrement, j'évite quand même, personnellement. Sans... Alors, écoute, nous, on a un ECG moisi à la clinique et donc je ne fais jamais mes Ok, bolus de gluconate de calcium sous contrôle ECG. ok. Et je touche du bois, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème quand tu les fais vraiment nivelantes. Du coup, moi, j'ai tendance à dire à domicile, quand ils ont vraiment une suspicion de, Perca. d'hyperca, bah, de faire, en fait. Ouais, Mais bon, il faut bien respecter les quantités et la voie d'administration et le excellent. nivellante, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mm. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais... Et chat débouché, Perfanacea, Lunacy, moi non, vraiment jamais. Là, si c'est quelque chose qui peut être changé, ça serait le fun. Parce que vraiment, les antibiotiques, ça n'a absolument aucun intérêt dans 99% des chats bouchés. Et vraiment, tu favorises tellement une sélection de bactéries multirésistantes que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas recommandé. Et je crois qu'il a posé une question après sur le chat diabétique en hypercalémie. Bon, bah là, il y a un moment, il commence à cumuler celui-ci. Il faut mourir de quelque chose, hein. Ouais, là, c'est... bah, après, généralement, tes diabétiques, ils vont plutôt être hypo-hyper, mais si c'est le cas, bah, ouais. Tu fais, tu donnes, mais... Bah, tu fais les autres trucs, tu fais du gluconate de calcium, tu fais le salbutamol. Effectivement, il va pas être très bon répondeur à l'insuline, mais bon, tu le débouches. Alors, j'ai une dernière petite question, mais j'avais reperdu ma connexion, donc peut-être que vous l'avez traité aussi. Mais c'était par rapport aux chats CIF qui ont donc une cystite non obstructive. Et pour la gestion de celle-ci, bon, j'avais entendu pas d'antibiotiques et tout, ça, c'est clair. Mais par rapport aux anti-inflammatoires, et du coup, en fait, le traitement, globalement, en très résumé, ça consiste en quoi pour vous? Euh, quand c'est, par exemple, quand tu as un cas de cystite idiopathique, Oui. ouais, ben moi, globalement, les cas de cystite idiopathique, bon, il y a, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'efficacité prouvée du Xatral, mais c'est un peu les choses qu'on a à disposition. Fait que j'ai quand même tendance à les mettre sous Xatral. Je les mets jamais sous un INS et je donne personnellement du GABA. En fait, quand je les vois en consultation, je leur fais de la buprée. Parce que souvent, c'est plus ils sont inconfortables, plus ils vont être spastiques, plus ils vont. Voilà, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc, je l'essaye vraiment. Mon objectif principal, c'est d'aller vraiment couper ce phénomène algique-là. Donc, je donne de la buprée Mhm. en consultation avec un relais. Alors, c'est un peu difficile de donner un relais bupré parce que ça reste un opioïde, mais ça m'est déjà arrivé de le faire en disant de le donner par Ross. Et autrement, un relais gabapentine à la maison. Et j'ai tendance à mettre un petit peu de Xatral quand même s'il y a pas vraiment d'efficacité prouvée. Et voilà, le spasmoglucinol, c'est pareil. Il y a peu d'effets prouvés, mais tu pourrais en donner. Mais par contre, antibiotiques INS, j'en donne jamais. Ah, d'accord. Parce que moi, à la base, il y a un moment, je mettais que INS quasi. Et le retour des personnes, en fait, c'était toujours, ah oui, en quelques heures, ça s'est résolu, ou en 12 13 heures. Mais peut-être que c'était un hasard, du coup. En Mais fait, dans les études, quoi. ils montrent aussi qu'il y a beaucoup sur les cystites idiopathiques, en fait, ils n'auraient pas besoin de traitement. Ouais, c'est Ça vrai. se résout tout seul en quelques heures à quelques jours. Le problème, c'est ceux qui vont mettre plus de temps ou qui vont se compliquer et se boucher. Et puis évidemment, quand toi on t'appelle pour une consultation, bah tu vas pas dire oh bah attendez de voir, puis ça va peut-être se déboucher tout seul. Donc non, bien sûr. Mais en fait, des fois, le traitement, c'est un peu, enfin, on le met pour rien. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Agathe. Et vraiment, je pense que la GABA, elle est sous-utilisée. Faut pas hésiter hein, vraiment avec la GABA. Je pense que c'est vraiment un bon outil pour Ah moi. ouais. Le seul problème, c'est que c'est vraiment difficile à donner aux chats. Je sais pas si vous avez de la GABA pour humain ou si vous en avez de la reconditionnée, vous, à Paris, mais Non, c'est la humaine. ouais, ça, je trouve que c'est vraiment la limite pour le moment, c'est ça. Ouais. J'avoue que j'en donne à mon chat et c'est assez facile. J'ouvre la capsule, j'ouvre la bouche et je lui mets de la petite poudre sur la langue. Elle en a un peu sur le nez, on dirait une cocaïnomane, mais, mais sinon, tu peux la diluer dans de l'eau. Mais en fait, ce qu'il faut aussi toujours prévenir, c'est outre l'effet sédatif, ça peut aussi beaucoup les faire baver. Donc, Ouais, c'est ça. ça a bien prévenir les propriétaires là, parce qu'ils paniquent, ils paniquent. Mais souvent, c'est vrai que
souvent, c'est la première ou la deuxième dose qui vont les faire baver. Après, ils s'y habituent. Sinon, la petite poudre cachée dans un petit peu de thon ou un petit peu de nourriture, puis on leur donne comme ça. Au Canada, c'est vrai qu'on en avait de la liquide reconditionnée, donc ça, c'était parfait. Mais ouais, moi, j'adore la GABA et je l'utilise assez souvent et dans plein de conditions différentes, pas uniquement pour les chats bouchés. Mais je trouve que pour les cystites idiopathiques, vraiment, la composante un peu de les rendre chill, ça, plus que gérer mon inflammation ou mes spasmes, je trouve que c'est vraiment une bonne, entre guillemets, orientation thérapeutique là, de jouer là-dessus. Ok, merci. Bon, bah, je crois qu'on peut s'arrêter là. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à me texter ou m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème là-dessus. Puis de toute façon, la conf, elle sera dispo comme d'hab sur le SharePoint si vous en avez besoin. Merci à tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui regarderont la conf en replay. Bonne journée tout le monde. Et Bonne merci Agathe. journée. De rien, ciao. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Ah.